Maître Madame Gueye, bonjour. Bonjour Babacar, merci pour l'invitation et bonjour aux auditeurs. On ne peut pas faire cette émission sans un hommage à quelqu'un qui a été une icône de la presse libre au Sénégal, Sidi Lamine Niasse, le fondateur du groupe Walfadjri, qui nous a quittés cette semaine et qui repose désormais à Léona Niassène, à Kaolack. Sidi, Maître Madame Gueye, vous connaissez bien, puisqu'il a fondé Walf avec feu votre cousin Abdoulatif Gueye de l'association islamique Jamra. Hommage plus que mérité, Babacar, parce que Sidi Lamine Niasse est un homme multidimensionnel. C'est un religieux, tout le monde le sait. C'est un intellectuel de haut niveau, même philosophe. C'est un homme de presse. Il a contribué à façonner la presse. Et il a contribué, vous le savez très bien aussi, à la formation de très nombreux journalistes, mais aussi, c'est surtout un combattant social. Un combattant social. Il a été de tous les combats pour la consolidation de la démocratie, pour la défense des libertés. Et aussi, c'est très important, c'est la voix des sans-voix. Il a énormément contribué au développement d'une conscience citoyenne dans ce pays. Maintenant, au-delà de la peine que provoque sa disparition, j'en profite pour présenter mes condoléances à sa famille, à toute la population sénégalaise, à tous les combattants de la démocratie, de la liberté. Mais au-delà de la peine que provoque sa disparition, il y a une question que j'invite les Sénégalais à se poser. On est dans une situation donnée aujourd'hui, tout le monde le sait, dans une situation de tension politique et sociale. On va vers des élections. Et aujourd'hui, pour nous inspirer de la disparition de Sidi, qui est symbolique à plus d'un titre, en cette veille d'élection, posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que Sidi Lamine Niasse nous aurait dit aujourd'hui, en direction des élections, par rapport aux différentes échéances à arriver, par rapport à l'attitude de l'État, par rapport à beaucoup de questions. Je pense que d'ici l'élection, et lors de l'élection, ce sera utile, si on veut que la disparition de Sidi Lamine Niasse nous serve quand même, parce qu'il va nous manquer dans ce combat. C'est à chaque étape de nous poser la question, qu'est-ce que Sidi nous aurait dit? Et je pense que ce sera un éclairage très utile. Il a eu des postures hostiles sur les derniers actes, notamment politiques, posés par l'actuel président de la République. C'était nos hommages à lui. Adieu Sidi. Et puisqu'on parlait des médias, de la liberté d'expression, la liberté de la presse, vous êtes un militant du droit, Maître Madame Gueye, militant de la justice, c'est votre métier. Ancien bâtonnier, c'est pas rien. Évoquons le code des communications électroniques voté par l'Assemblée nationale il y a quelques jours, et cette disposition de ce code sur le dernier alinéa de son article 27 qui donne pouvoir au gouvernement par le biais de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes de faire des restrictions sur Internet. Parliez-vous comme les associations de lois liberticides? Oui, c'est une loi liberticide. C'est une loi qui instaure une censure cachée. Ce droit donné à l'ARTP de contrôler le flux d'Internet n'est qu'une manière pudique de donner un pouvoir à l'ARTP d'avoir une mainmise sur les réseaux sociaux. C'est une question plus sérieuse qu'on ne pense. C'est pas une histoire de blogueurs qui ont envie de leur liberté. C'est plus sérieux que ça. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un élément central du fonctionnement démocratique. C'est indéniable, indiscutable. C'est pas seulement au Sénégal, c'est partout dans le monde. C'est indéniable. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, l'enjeu en question, c'est pourquoi à la veille d'élection s'intéresser aux réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ont réglé deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est que les réseaux sociaux ont fonctionné comme un élément de capacitation de citoyens qui étaient un peu en marge du débat démocratique et public. Parce que d'habitude, c'est les gens qui étaient lettrés en français, qui pouvaient participer. L'Afrique et particulièrement le Sénégal s'est formidablement approprié les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde est acteur du jeu démocratique. Tout le monde peut se mettre en scène. Tout le monde peut communiquer. Quelle que soit la géographie. Quelle que soit la géographie. On fait son audio, on balance. On fait sa vidéo, on balance. On se met en jeu, on est acteur. Et c'est capital dans un fonctionnement démocratique. De l'autre côté, même pour les acteurs politiques et sociaux, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui
une voie de contournement d'une presse conventionnelle qui ne fonctionne pas toujours très bien ou qui n'ouvre pas toujours ses portes comme il faut à tous les acteurs sociaux et politiques. Donc sous ces deux rapports-là, avoir la main mise sur les réseaux sociaux est un enjeu capital. Ce n'est pas innocent à la veille d'élection. Ça fait partie d'ailleurs, on y reviendra. On y reviendra, mais toutefois, Maître Madame Gueye, il y a quand même les dérives. Elles sont là sur Internet avec des préjudices causés au quotidien à des innocents, des citoyens. Mais les réseaux sociaux, il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Je ne parle pas seulement des réseaux sociaux, même les médias traditionnels posent problème. Oui, tout à fait. Donc, je ne vois pas pourquoi on se fixerait sur les réseaux sociaux. On ne va pas vous tuer une mouche avec un marteau. Il y a des problèmes, et si on les réglait, mais vous savez, c'est dans la manière qui est suspecte. Ce serait très bien de poser un débat public sur cette question. C'est très bien. Faire participer l'ensemble des acteurs, toutes les parties prenantes, que socialement et ensemble, on arrive à une solution consensuelle. Mais ça là, c'est suspect, parce que c'est à la veille d'élection, c'est unilatéral. Et on donne les pouvoirs à un organe dirigé par quelqu'un que nous connaissons très bien, qui est le directeur de la RTP, qui est un membre de la direction du parti au pouvoir. Et qui a déjà montré de quoi il est capable. On n'a pas senti une mobilisation. N'oublions pas que c'est lui. Il y en a qui sont, nombreux. Hein. N'oublions pas que c'est lui qui a eu l'évélité d'aller fermer Walfadjri lors du référendum. Maintenant, quoi faire? Il faut arrêter comme on fait d'habitude. Une situation comme ça arrive. Chacun se donne bonne conscience. On fait son petit tweet, on fait son petit post Facebook, et on retourne aux affaires. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Les antis de ce nouveau code, on ne les a pas sentis se mobiliser. Il y en a les associations, des conférences de presse, etc. Mais l'opinion ne s'est pas approprié ce combat contre ce code-là qu'on dénonce aujourd'hui. Il faut organiser le combat. Les réseaux sociaux doivent être utilisés comme un outil justement d'organisation du combat contre la censure et contre cette forfaiture. La question, c'est une question d'état d'esprit. Nous avons l'habitude au Sénégal de croire qu'on a fini le combat une fois qu'on a dénoncé les faits. Il faut qu'on change d'état d'esprit. Les combats, il faut les mener. Il ne suffit pas juste de faire un tweet ou un post Facebook pour dire voilà, j'ai fini mon rôle, c'est terminé. À la gilet jaune? Mais en tout cas, il faut s'organiser. Et surtout avec des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont un outil de réseautage. Pour organiser le combat, il faut le faire. Maître Madame Gueye, l'avocat qui fréquente les politiques, je suis pas très sûr que ça vous plaise, qui fréquente les politiques, qui s'est présenté à la présidentielle de 2007, vous êtes arrivé 11e sur 15 candidats. J'ai dit, vous fréquentez les politiques, mais on ne vous voit jamais vous constituer dans des procès d'hommes politiques, Karim Wade, Khalifa Sall, pour parler des exemples les plus actuels. Vous en faites presque pas des procès politiques depuis votre entrée au barreau de Dakar en 1982. Pourquoi? J'ai fait beaucoup de procès pour contribuer, pour défendre des combattants de la démocratie et de la liberté. Les exemples. En 94, je sais, vous avez été dans le procès de l'affaire Maître Babacar Seye, même récemment, le vice-président du Conseil constitutionnel. J'ai défendu régulièrement tous les jeunes qui ont été arrêtés dans des manifestations en 2011, les militants de Yanama et tout ça. Ça, c'est un combat que j'ai toujours mené. Je me suis imposé c'est pas les procès politiques dans les procès politiques que j'évite, c'est pas ça. Je me suis imposé une règle qui est générale. Bon, c'est manifeste parce que ça peut concerner Khalifa Sall ou un autre. Depuis toujours, je me suis imposé une règle personnelle. On peut critiquer je respecte des points de vue. Tous les dossiers qui touchent à des questions de deniers d'état public, je ne m'implique pas. Pourquoi? C'est un choix, parce que j'ai fait l'option. Choix motivé? Oui, j'ai fait l'option de défendre la bonne gouvernance, de défendre la sauvegarde des intérêts de l'État, de me battre contre la corruption, contre la concussion. À chaque fois, c'est un principe de précaution. Je ne dis pas que les gens qui viennent me demander de le défendre ont raison ou tort, mais j'applique le principe de précaution. Je ne veux pas être en situation d'incohérence. C'est-à-dire défendre certains principes par rapport à l'intérêt public. Et quand l'intérêt public peut être touché, c'est une possibilité. J'applique le principe de précaution. Parce que quelquefois, ça peut être facile de dire je défends les principes, mais quand il s'agit de mes intérêts personnels, je les oublie, je gère mes intérêts matériels et professionnels. On peut avoir l'avis qu'on veut. C'est ma conception. Et j'ai toujours fait ça. Ça date pas. Je donne un exemple. Les gens qui avaient été poursuivis
par le régime de Wade, quand il est arrivé, il y a eu beaucoup qui sont venus me solliciter. Je n'avais pas accepté aussi. Mais ça, c'est un principe que je me suis toujours imposé. Quelle est votre foi maintenant sur ces affaires Karim Wade et Khalifa Sall, accusés l'un pour enrichissement illicite, l'autre pour détournement de deniers publics? Dans le cas Karim Wade, on a été trompé. Moi, je fais partie, je l'assume, de ceux qui... Vous aviez réclamé le procès Karim Wade. Oui, vous aviez pris une posture radicale qu'il soit poursuivi, Karim Wade. Pas seulement le procès Karim Wade. J'ai réclamé le procès de tous ceux qui ont été ciblés pour enrichissement illicite. C'est une liste de 25. Et je l'assume. J'ai défendu la CREI, je l'assume. Même si j'estime que, effectivement, il serait normal de réformer la CREI pour avoir une juridiction d'appel. De renverser la charge de la preuve. D'appel. J'ai défendu le principe. Là où j'ai dit qu'on a été trompé, c'est qu'on nous a présenté cette action contre Karim Wade comme faisant partie d'un dispositif de poursuite de toutes les personnes ciblées pour enrichissement illicite. En fait, au bout du compte, on se rend compte qu'on a instrumentalisé la CREI pour régler un problème politique, pour éliminer un adversaire politique. Quand vous dites qu'on a été trompé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président actuel a trompé tout le monde. Parce qu'il a engagé ce combat pour l'enrichissement illicite et tout le monde était d'accord. Mais au bout du compte, on se rend compte que la CREI est instrumentalisée pour un règlement de compte politique, pour éliminer un adversaire politique potentiel. C'est là que j'ai dit que le président... Les faits, au fond. Votre conviction. Mais je n'ai pas les éléments de fait. Je m'interdis, moi, en tant que... Vous avez suivi le procès, peut-être? Oui, même si j'ai suivi le procès, je m'interdis, je n'étais pas dans le procès. Je ne suis pas un juge. Je m'interdis, là où je suis, de dire il a fait, il n'a pas fait, parce que ce n'est même pas sérieux. Sur un dossier aussi important, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Je ne peux pas me permettre de juger. Moi, je parle des principes. Il avait le droit à la présomption d'innocence, il devait être jugé comme les autres. Ce qui est regrettable, c'est qu'il a été le seul à être jugé dans cette affaire. Ce qui montre aujourd'hui que cette affaire, c'est une instrumentalisation de la justice, comme c'est le cas. Vous dites quoi? Que vous n'auriez pas dû réclamer sur tous les toits le procès Karim Wade? Non, je n'ai jamais ciblé Karim Wade. J'ai toujours réclamé et je pense que la réédition des comptes, la poursuite des gens qui sont responsables, qui sont convaincus d'enrichissement illicite, qui sont responsables de détournement de deniers publics, qui sont responsables de corruption, ils doivent être poursuivis parce que c'est l'argent public. Je ne cible pas, je ne parle pas de personne, je parle de principe. C'est ce que j'ai toujours défendu. Depuis que je suis dans le cas qui nous intéresse parce que c'est le seul cas qui a été jugé par la CREI. Oui. Est-ce que aujourd'hui, vous avez la même posture qu'au lendemain de l'élection de Macky Sall, qu'il faut poursuivre ces personnes-là? Sur Karim Wade, principalement, dites-nous, c'est quoi votre religion? Mais comme je vous l'ai dit, ma religion, c'est que je suis pour la réédition des comptes. Je suis pour le combat contre la corruption, pour le combat contre les détournements, pour la bonne gouvernance. Je l'ai toujours fait. Ce n'est pas ça date pas de Karim Wade. Mais sur le dossier Karim Wade, je ne me prononce pas. Parce que je ne peux pas me permettre, en tant qu'avocat, en tant qu'ancien bâtonnier, me prononcer sur un dossier dont je n'ai pas les éléments. Et je n'ai même pas à le faire parce qu'il a été déjà jugé. Le pouvoir de Macky Sall a été injuste à son endroit. Le pouvoir de Macky Sall a trompé le peuple avec ce dossier. Et je le répète, parce que c'est une instrumentalisation. On a pris un dossier de 25 personnes. Tout le monde a dit bravo, engageons les poursuites contre ces personnes. Et on a utilisé la CREI pour poursuivre une seule personne. Et bon, au bout du compte, on se rend compte que c'est pas dans le seul dessein d'éliminer un adversaire politique. C'est ça qui n'est pas normal. Sur le cas de Khalifa Sall, le maire de Dakar, l'ex-maire de Dakar, poursuivi pour entre autres l'histoire de non-justification des dépenses de la caisse d'avance. Aujourd'hui, avec le recul, il a été condamné, il purge sa peine. Vous êtes un militant de la bonne gouvernance. Vous dites quoi sur ce procès Khalifa Sall, sur le verdict rendu par le tribunal? Je n'ai pas le droit de juger une décision. Mais ce que je dis aussi, encore cette fois, c'est une question de principe. Je suis avocat depuis 35 ans. Dans le dossier Khalifa Sall, on a aussi instrumentalisé la justice. On n'a jamais vu un dossier traité de cette manière. Jamais. Un dossier traité de cette manière. Le délai qui a couru. Avec autant de diligence. Non, le délai qui a couru entre l'enquête préliminaire, l'instruction, le jugement, l'appel. Et c'est incroyable. Moi, je suis avocat. On a des dossiers entre le tribunal et la cour d'appel, quelquefois c'est 1 an, 2 ans. Ou même plus. À la Cour suprême, encore plus. Et on nous dit qu'au mois de décembre, là, l'affaire est programmée devant la Cour suprême. Mais c'est hallucinant en termes de rapidité et de vitesse.
Donc ça... C'est encore beaucoup plus lent à la Cour suprême. Oui, mais normalement, bien entendu. Mais bien entendu, c'est la preuve que là encore, on a instrumentalisé la justice. La justice a été programmée pour éliminer un adversaire politique. Et c'est ça qui est le plus important. Maître et qu'il faut dénoncer. Notre invité devant le grand jury d'RFM. Je parlais de votre candidature à la présidentielle il y a 11 ans, la présidentielle de 2007. On vous attendait pour 2019, vous aviez annoncé votre candidature, vous avez renoncé à vous présenter. Nos auditeurs, en tout cas, vous ont interpellé sur les pages Facebook et Twitter de l'émission. Il y en a encore qui se demandent, mais alors pourquoi vous avez pris cette décision? Je vais en parler pour la dernière fois parce que j'en ai parlé X fois. Il y a eu beaucoup de spéculations. Il y a même beaucoup de gens qui ont dit parce qu'il n'a pas les parrainages. On était à 1 mois et demi de la clôture. 1 mois et demi. Comment, dans ces conditions, quelqu'un peut-il se permettre, et c'est quelquefois même vos collègues de la presse, peut-il se permettre de dire il renonce parce qu'il n'a pas les parrainages 1 mois et demi avant l'échéance? C'est totalement incohérent, c'est de la pure spéculation. Je vais vous faire une révélation et je prends des témoins qui m'entendent. Cette affaire à l'époque, ça ne s'appelait pas pôle opérationnel de sécurisation des élections. Je l'avais conçu sur un autre nom. État-major opérationnel de sécurisation des élections. La première personne que je prends comme témoin, c'est le professeur Issa Sall du PUR. Je lui ai parlé de ce projet bien avant que les parrainages commencent. Il m'entend? On sortait d'une mosquée. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai fabriqué parce que je pouvais pas avoir les parrainages, je l'ai fabriqué pour me donner un prétexte. Le deuxième témoin, il m'entend aussi. C'est Babacar Gaye du PDS. En présence de M. Diop, j'oubliais son prénom, qui est aussi du PDS. Je les ai croisés au Terroubi. Et je leur ai parlé de ce projet, bien avant le début du parrainage. J'en ai fait l'annonce à Kaolack, quand j'ai fait un déplacement, c'était bien avant le parrainage. Pourquoi j'ai changé d'orientation? Parce que j'en ai parlé plusieurs fois, personne n'écoutait ça. Et je me suis dit qu'il faut changer d'approche et de posture pour se faire entendre. Quelque chose de spectaculaire. C'est pour ça que j'ai dit je renonce à ma candidature, pour me faire entendre et pour pouvoir mettre en place ce dispositif que j'ai considéré comme un dispositif indispensable. Vous aviez commencé à récolter des parrainages, vous en avez eu combien? Je n'ai pas le point là ici, ça c'est pas important. Ce n'est pas important. Vous êtes journaliste, vous êtes journaliste. Je vais vous dire, Babacar, vous êtes journaliste, parlons de faits. Même si j'en avais 2, 1 mois et demi. Sur quoi vous vous baseriez pour dire que je n'aurai pas les parrainages à l'échéance? Parlons de faits, vous êtes journaliste. Il y a une démarche rationnelle, intellectuelle, intelligente. C'est pas important. Et la question qui se pose aujourd'hui, parce qu'il faut savoir progresser dans le débat, c'est est-ce que Mame Adama Gueye a la légitimité pour porter le combat qu'il porte? Première question. Deuxième question. Est-ce que le combat que je porte actuellement, il a posé utile ou pas? C'est la deuxième question. C'est ça, il faut savoir progresser dans ce débat. Parce qu'au fond, ceux qui raisonnent sur la question, il n'a pas de parrainage du tout, qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? Il y en a même comme Gourmak Ndoye, un de nos auditeurs, qui demande, il parle de parrainage, mais il évoque aussi les moyens financiers. Attendez, ça, vous dites non tout de suite. Hein, attendez, non, mais c'est pas le problème. On va progresser dans le débat, je vais vous dire, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que les gens veulent démontrer? Ceux qui parlent de moyens financiers, de parrainage, qu'est-ce qu'ils veulent démontrer au fond? Mame Adama Gueye n'est pas représentatif. Il n'est pas populaire. Il n'a pas de base politique. Je leur concède, et alors? Et alors? C'est pas le plus fondamental. Ce sont des éléments importants quand on a des ambitions présidentielles. Je vais vous dire, aujourd'hui, Mame Adama Gueye ne se considère pas important par rapport aux intérêts du pays. Je dirais que c'est des éléments fondamentaux quand on veut accéder à la magistrature suprême, la base, les moyens. C'est ce que je vous dis. S'ils veulent faire cette démonstration, je leur concède s'ils veulent. Mais ça change quoi au fond? Que Mame Adama Gueye n'est pas représentatif, point. C'est terminé, on passe à autre chose. C'est ça la question. C'est une obsession pour vous, là? Non, c'est pas du tout. Mais si c'était une obsession, je serais resté. Oui. Je serais resté. Attendez, parmi tous les candidats qui se présentent, regarde, je n'ai pas à faire de complexe par rapport à personne.
que ce soit au niveau du profil, que ce soit au niveau des trajectoires, que ce soit au niveau de l'apport à ce qui se passe dans ce pays depuis 25 ans. J'ai aucun complexe à faire. À notre actif, je ne dis pas à mon actif parce que j'ai mené ce combat avec d'autres. On a plus d'éléments que n'importe quel homme politique ici dans ce pays. La bonne gouvernance, c'est qui? La transparence, c'est qui? D'ailleurs, ça, c'est... La lutte contre la corruption, c'est qui? C'est un des thèmes de cet entretien. La lutte contre la corruption, de façon, oui, non, après avoir renoncé, on y vient là sur votre nouveau combat. Après avoir renoncé à cette présidentielle, vous décidez de rencontrer les différents candidats déclarés pour travailler sur la question justement de la transparence du scrutin. D'ailleurs, vous allez lancer jeudi prochain, c'est bien cela, c'est ça, la pause, la plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections. Avec qui et comment allez-vous faire? J'ai posé 2 questions tout à l'heure qui ramènent à la question de la plateforme. La légitimité. La légitimité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis 25 ans, j'ai mené ces combats. Peut-être beaucoup ne le savent pas. En 2000, on était sur le pont. Pour travailler pour que des élections se fassent dans des conditions transparentes dans ce pays. On a fait avec Mazid Ndiaye, Bouba Diop, Alioune Tine, ils m'entendent, l'intercession d'Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ce qui a permis d'aller à des élections paisibles. En 2011-2012, on a mené le même combat. Donc c'est pas un combat nouveau pour moi. Ça fait 25 ans que je suis sur le pont, sur la question de la légitimité, sur la question de l'utilité et de la légitimité. Vous me demandez avec qui? J'ai rencontré pratiquement 20 candidats qui ont tous accepté l'initiative sans aucune réserve. C'est pour ça des personnes très averties. S'ils n'étaient pas sûrs que c'était quelque chose d'utile, je ne vois pas donc pourquoi ils s'engageraient dans cette initiative. Donc pratiquement tous les candidats, à part le candidat Macky Sall, je les ai rencontrés. Ils ont tous donné leur accord sans réserve. Ce qui nous permet... C'est pas une petite faute technique, vous auriez dû le rencontrer puisque les non, candidats... Non, c'est pas une faute technique, c'est une approche délibérée. Parce qu'il est responsable de la situation qui justifie la mise en place de la pause. Qui mieux que lui d'ailleurs pour évoquer ce sujet-là? Oui, le sujet, la question qui se pose, c'est que nous jugeons sur la base de la bonne ou de la mauvaise foi. Il n'a pas montré de bonne foi dans la question de la gestion du processus électoral. Vous ne pouvez pas le mettre seul contre tous dans cette matière-là d'aspiration à une élection transparente. On ne le met pas seul contre tous. Nous avons un souci de sécurité des élections, de transparence. Et nous avons en face de nous quelqu'un qui n'est pas de bonne foi par rapport à ce souci de transparence c'est pas un peu subjectif C'est pas subjectif. Je vais vous donner des éléments de fait. C'est totalement objectif. On sort de 2 élections. Vous êtes les historiens du présent, vous les journalistes. Vous avez oublié les élections législatives de 2017? L'histoire des cartes d'identité. Les cartes d'identité, l'élection la plus calamiteuse jamais organisée dans notre pays. On a 1 500 000 Sénégalais. On a connu 96 élections municipales et régionales. On n'a jamais vu 1 500 000 Sénégalais sans carte d'électeur. Après qu'on ait dépensé 52 de nos milliards dans des conditions opaques. D'ailleurs, ça, on n'en parle plus, on scandale. Oui, mais justement, ça, ce sont des faits. Donc, ce n'est pas subjectif du tout. Donc, aujourd'hui, nous avons mis en place cette pause parce que toutes les actions qui ont été menées, les actions classiques, c'est-à-dire rencontre avec le président, l'opposition l'a fait. Protestation, manifestation. Concertation sur le processus électoral au ministère de l'Intérieur. Mais tout ça a été fait. Les interventions de toutes les sommités sociales, religieuses, politiques, sociétés civiles dans ce pays, vous vous rappelez, le 19 avril, tout le monde est intervenu pour que le président Macky Sall accepte de s'asseoir avec des gens et diffère le vote de la loi pour qu'on trouve une solution. Il a pris son avion, il a quitté le pays. C'est des indicateurs. Donc il faut apprendre du passé. Il a aussi appelé souvent à dialoguer avec les différents acteurs et des gens ont décidé de ne pas répondre. Parce qu'ils nous voient trop souvent. Le dialogue se fait sur la base de la bonne foi. C'est ce qui précède le dialogue qui rend le dialogue possible. Quand la personne a les attitudes appropriées pour créer les conditions d'un dialogue. Mais quand le dialogue est instrumental, utilisé pour louvoyer, les gens d'en face ne sont pas des enfants. C'est pour ça qu'après qu'il refuse, parce que il a une performance
qui est évidente, que tout le monde constate à son passif, c'est la première fois qu'on va aller à des élections sans consensus. Ça, c'est des faits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, on a essayé les manifestations, on a essayé les recours, les discussions. Rien n'a marché. Cette plateforme que nous mettons en place est une plateforme opérationnelle parce que nous proposons une innovation dans l'approche. Quand en 2018-2019, quand même, on parle de possible trucage des élections au Sénégal. Mais 2017, les élections à Dakar ont été volées avec les réquisitions. Attendez, mais moi je comprends pas qu'on se pose des questions sur la possibilité de truquer des élections. Les élections de 2017 sont là. On a volé les élections à Dakar avec les réquisitions. La distribution des cartes s'est faite de manière sélective. On a distribué les cartes plus facilement dans les régions supposées favorables au président. Et c'est l'inverse ailleurs. À Touba, le jour des élections, on a ouvert les bureaux à quelle heure? En fin de journée. En fin de matinée, oui. Et dans les bureaux où c'était défavorable, qu'on n'a pas saboté le vote. Les bureaux saccagés. Mais comment peut-on maintenant se poser des questions de savoir qu'on ne peut pas tricher dans les élections? Ce sont des faits objectifs. On sort des élections calamiteuses. Dites-nous, comment allez-vous vous organiser dans la pause, la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections? La plateforme a d'abord une dimension opérationnelle, c'est-à-dire nous allons poser des actions par anticipation sur la base d'une analyse objective de la situation créée par le régime en place par rapport au processus électoral. Nous avons identifié un certain nombre de risques par rapport à cette élection. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi sur les communications numériques. À la veille d'élection, on peut se donner les moyens de pouvoir avoir la main mise sur les réseaux sociaux. On a une situation inédite avec 3 organes de la presse publique en les mains de responsables du parti au pouvoir. 3 organes. Tous les 3 organes, membres de la direction. Le Soleil, la RTS, l'APS. Oui. C'est des membres de l'APR, direction de l'APR. On a mis à la tête du CNRA quelqu'un qui est très docile au pouvoir, comme vous le savez. C'était le cas avec Diouf, c'était le cas avec Wade, c'était le cas avec Macky Sall, parce qu'on va se donner les moyens d'avoir un moyen de coercition sur la presse privée. Babacar Diagne. Oui, sur la presse privée. On va acheter des équipements anti-émeutes. Alors qu'il y a 40 000 étudiants qui sont dans la rue parce qu'on n'a pas payé les universités privées et des jeunes sont en train de mendier à Thiès pour manger parce que les restaurants sont fermés, faute de paiement des gérants de restaurants. On va acheter des équipements... Juste un petit milliard. Des équipements anti-émeutes à la veille d'élection. On distrait tout le monde avec le parrainage. On triture la distribution des cartes d'électeurs. On allonge de la retraite de magistrats qui sont concernés par les juridictions qui sont concernés par qui jouent un rôle déterminant dans le vote. On maintient à la DAF quelqu'un qui est à la retraite depuis 2015. Et pour vous, tous ces indicateurs, c'est comme un hasard qui passe. Non. Ce sont des pièces d'un puzzle qui montrent qu'aujourd'hui, on veut faire un hold-up électoral et tenir le pays en respect. C'est ça la question. Alors nous, on dit on change, on innove. On va poser, il y a une réflexion qui a été faite pour poser ce projet. Nous allons poser une réflexion. Depuis tout à l'heure, je vous pose la question sur le modus operandi. Mais je vais y arriver. C'est la dimension opérationnelle. La dimension opérationnelle. On a identifié des risques. On fait une approche de gestion opérationnelle de risques. Comment on va mettre en place une stratégie pour neutraliser la réalisation des risques. Sur la base de toutes les compétences requises. Sur l'expertise électorale, sur les systèmes d'information, sur la communication, sur l'organisation et la logistique. Sur la formation, la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. La démarche est la suivante. Chaque partie prenante va envoyer des ressources qui ont ces profils de compétences. Et ce sont ces profils de compétences qui vont constituer la plateforme. Je ne peux pas vous donner ici toute la stratégie parce que nous fonctionnons sur la base d'une approche inclusive et participative. C'est la plateforme elle-même qui va déterminer sa stratégie et va communiquer son plan d'action. Moi, je suis initié. Mais j'ai décidé délibérément de ne pas vider la réflexion stratégique. La plateforme sera lancée jeudi 13 décembre, on le rappelle. Tout à fait. Parmi les candidats déclarés que vous avez rencontrés pour discuter de ce sujet-là, il y a Abdoulaye Baldé, le président du parti politique UCS, qui a finalement décidé de soutenir Macky Sall. Vous ne le soupçonniez pas quand vous y étiez allé
le voir, vous ne soupçonniez pas qu'il était en train peut-être de discuter avec le camp du pouvoir? Avant de répondre à la question, je voudrais quand même finaliser cette question sur la pause. Non, sur le risque électoral. Il y a eu un rapport de la mission de lutte du fichier électoral qui a été publié en janvier-février, qui a identifié 38 recommandations. Le lutte par les experts de l'Union européenne? Oui, 38 recommandations qu'il faut mettre en œuvre dans la perspective des prochaines élections. La Sénat, le vice-président de la Sénat, M. Issa Sall, qui présidait le comité de suivi, a dit que sur les 38 recommandations, 23 des 38 recommandations ont été étudiées par le comité de suivi, et 20 de ces 23 cas sont exécutés totalement ou partiellement. Ça veut dire que toutes les recommandations n'ont pas été mises en place. Comment veut-on aller à les élections sans refaire le même exercice par parallélisme des formes pour voir si on a corrigé tous les dysfonctionnements? Donc ça, c'est un point. Et vous, quand vous parlez de trucage des élections, de tricherie, ce rapport est très explicite. Même s'il est dit, il est connu, c'est connu que dans aucun pays au monde, il n'y a pas un fichier électoral fiable à 100%. Ne réduisons pas les élections à un seul fichier électoral. Le processus électoral, c'est on parlait du fichier. Non, ce n'est pas que le fichier. Non, le rapport MAF ne porte pas que sur le fichier électoral. Ah ouais. Le rapport MAF a un scope plus large, des TDR plus larges que le seul fichier électoral. Les 38 recommandations dépassent le fichier électoral. Abdoulaye Baldé, on y vient. Oui. Nous sommes de bonne foi. Nous rencontrons les gens, nous n'auscultons pas. Nous n'avons aucun doute quand on l'a rencontré sur ce genre de perspective. Nous l'avons rencontré. Il a souscrit sans réserve. Maintenant, il a pris ses responsabilités. Nous le laissons au tribunal de l'opinion. Ça suffit. Il vous a trahi, Abdoulaye Baldé. Il a trahi l'opposition. Non, moi, je suis pas dans cette logique. Il a pris ses responsabilités. Laissons-le face au tribunal de l'opinion. C'est ça qui est important. Et le projet de société que vous aviez déjà écrit, vous en faites quoi maintenant, Maître Mamad Amagué? Le proposer à un autre candidat et aller en alliance avec lui à cette présidentielle? Je n'en suis pas dans cette logique. Aujourd'hui, je m'occupe de la plateforme. Je travaille dans le cadre de la plateforme. Et je suis aussi un acteur public, je suis un citoyen. J'exprime mes points de vue sur toutes les questions d'intérêt national. Je ne suis pas encore dans cette logique pour l'instant. Je m'occupe de la pause pour l'instant. De la pause pour l'instant, à la veille de la présidentielle, possible de vous voir soutenir un candidat? Ce n'est pas l'ordre du jour. Oui, c'est la réponse. Non, ce n'est pas l'ordre du jour. Non, ce n'est pas l'ordre du jour. Aujourd'hui, moi, je fais ce qui me paraît le plus utile à l'intérêt du pays. Je me suis inscrit dans une logique parce que j'estime qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt général qui l'impose et que c'est nécessaire. Et je travaille à fond dans ce projet qui demande un investissement à temps plein. Voilà. Vous êtes c'est quoi votre penchant? Les hommes politiques classiques ou l'émergence de nouveaux profils dans le champ politique? Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Je veux dire, aujourd'hui, il faut changer de paradigme. La politique telle qu'on la faisait depuis toujours ne peut plus continuer. En changer le personnel politique aussi, peut-être? Il faut changer de paradigme. Il y a des gens qui sont convertibles. Il y a des personnes qui sont dans le personnel politique aujourd'hui qui sont parfaitement compatibles avec un changement de paradigme. C'est tout à fait possible. Il ne s'agit pas de dire, virons tous les hommes politiques qui sont là, prenons de nouvelles têtes. C'est totalement irréaliste et ça n'a même pas de sens. C'est un débat qu'il faut porter. C'est un changement de paradigme qu'il faut engager. Et il y a des personnes qui sont dans la classe politique actuelle, mais qui sont tout à fait compatibles avec ces changements de paradigme. Le changement de paradigme est absolument incontournable. Le clientélisme politique, c'est terminé. Ce n'est plus possible. C'est ce clientélisme politique qui fait que notre pays est dans une situation de dysfonctionnement structurel. Rien ne marche normalement dans ce pays. Je dis rien. Prenez tous les secteurs. Je vous fais le défi. Prenez chaque secteur. Il n'y a aucun secteur où les choses marchent comme c'est convenu que ça marche. L'opposition aura un adversaire, somme toute coriace à cette élection présidentielle, Macky Sall, qui se renforce par un recrutement massif de chefs de parti et autres personnes influentes. Massif, c'est vous qui le dites. Hein? Oui, c'est mon commentaire. Ou bien, vous pensez que ce n'est pas aussi arithmétique ces additions? Vous savez, massif, si on prend l'époque d'Abdou Diouf, l'époque d'Abdoulaye Wade, le pouvoir a été beaucoup plus attractif que ce qu'on voit maintenant. À l'époque, quand Abdou Diouf faisait un appel aux opposants pour venir le rejoindre, il y avait des profils quand même d'une grosse consistance, même Abdoulaye Wade. Comparativement,
la chasse, si je peux me permettre ce terme, de Macky Sall est maigre, hein, par rapport au profil qui l'ont rejoint. Mais enfin, moi, ça m'intéresse même pas. Ça, c'est pas important. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on rassemble des alliés qu'on gagne forcément. On a eu des exemples dans l'histoire. Abdou Diouf en a rassemblé, Abdoulaye Wade a fait pareil. Ça ne les a pas empêchés de tomber. Donc, ce n'est absolument pas une garantie. Un autre auditeur, Matar Diop, qui a réagi sur le compte Facebook du grand jury de RFM, il se demande si votre démarche à l'égard de Macky Sall ne peut pas se résumer ainsi. Comme ce n'est pas avec moi, je ferai de sorte que vous soyez en proie à des tourmentes avec d'autres candidats. C'est parce que peut-être qu'il n'y a jamais eu de deal avec, entre guillemets, avec Macky Sall que vous vous radicalisez contre lui. C'est sa question pour résumer. Je suis pas un homme de deal. Macky Sall peut-être m'entend peut-être. Je n'ai jamais rien demandé à Macky Sall. On vous a prêté des ambitions dans la gestion des affaires publiques à l'élection de Macky Sall en 2012. On vous a prêté des ambitions de gérer des affaires publiques à l'arrivée de Macky Sall à la présidence de la République. Macky Sall le sait, il sait, je sais. J'ai jamais rien demandé à Macky Sall. Il ne m'a jamais rien refusé. Il ne m'a rien pris qu'il m'ait donné. Il m'a proposé, j'ai refusé. Ça résume tout. Si je voulais avoir des responsabilités publiques, j'aurais pas attendu Macky Sall. J'ai eu des opportunités bien avant Macky Sall, bien avant même que Macky Sall soit ministre. Donc franchement, attendre que Macky Sall soit pour avoir des ambitions politiques, des ambitions dans la gestion des affaires publiques, c'est mal me connaître. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils savent, moi je suis quand même là depuis plus de 25 ans. Si c'était pour avoir des opportunités dans la gestion des affaires publiques, je les aurais eu bien avant que Macky Sall entre ait des responsabilités. Vous êtes avocat depuis 1982. La justice, on en parle. Vous êtes d'ailleurs consultant en réformes juridiques et judiciaires. La justice sénégalaise qui n'est pas encore ce que le Sénégalais souhaite qu'elle soit, hein, les interférences supposées ou réelles du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice. D'ailleurs, vous n'en doutez pas quand vous évoquez l'instrumentalisation de la justice, quand on parlait des affaires Khalifa Sall et Karim Wade. Pourquoi, malgré les volontés de réforme annoncées, les choses ne marchent pas comme souhaité? Babacar Fall, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une situation, notre pays est dans une situation de dysfonctionnement structurel. C'est pas seulement la justice. C'est pour ça qu'il faut qu'on élève la réflexion. Nous avons l'habitude, nous, de réagir ponctuellement à des manifestations de ces dysfonctionnements structurels. Vous savez quel est le problème de fond? C'est que nous nous leurrons. Nous croyons que nous avons une république alors que nous n'avons pas une république. Nous croyons que nous avons une démocratie alors qu'on n'a qu'une démocratie que dans un seul aspect, l'aspect de dévolution du pouvoir, pas sur le reste des aspects. On peut y revenir si vous voulez. Nous croyons que nous avons un état de droit, nous n'avons pas d'état de droit. C'est des questions de fond. C'est ces questions qu'il faut régler. La justice en fait partie. Si on avait une vraie république, parce que c'est la république qui préconise la séparation et l'équilibre des pouvoirs, le problème de la justice, une bonne partie, liée à la question de l'indépendance, c'est la violation du principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Donc si on règle la question au niveau des fondamentaux républicains, le problème il est réglé. C'est comme ça partout. Donc faut qu'on aille au fond des choses, qu'on n'arrête pas sur les éléments superficiels. C'est pour ça que vous dites pourtant depuis toujours il y a des volontés de réforme, ça marche pas. C'est parce qu'on va pas à l'origine des choses. Macky Sall avait pourtant commandité des propositions. La commission Mbow, ça n'aura servi à rien finalement. Amadou Mokhtar Mbow et ses équipes avaient travaillé justement sur des questions intéressantes. Mais voilà, justement. Ils ont posé les problèmes des fondamentaux de la République. Mais Macky Sall, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Parce que, comme je l'ai dit, il ne croit pas à la démocratie. C'est pas dans son ADN. L'expression d'état de droit, c'est pas son problème. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'accommoder des conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Vous avez vu ce qu'elle en a fait. Et je rappelle une chose, Babacar Fall. Est-ce que vous vous rappelez les motivations du référendum? Renforcement de l'état de droit, consolidation de la démocratie.
Quand on regarde la situation aujourd'hui, c'est grotesque par rapport à ce qu'on nous avait promis. On avait dû voter le référendum, l'état de droit sera superbement renforcé, la démocratie sera consolidée. Mais c'est tout le contraire depuis le référendum. On tombe encore dans la duplicité. C'est-à-dire entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait, il y a un monde, il y a une différence abyssale. C'est la même chose pour les médias. Récemment, le président de la République est allé signer à Paris une déclaration avec d'autres chefs d'État sur la pluralité des médias, sur la liberté d'accès aux médias publics, etc. Et aussi sur la réglementation d'Internet, entre autres. Mais entre ce qu'il a écrit dans ce texte et ce qu'il pratique ici, avec des organes de publics totalement verrouillés avec des membres de son parti, mais il y a un monde. Macky Sall est-il le pire président de tous les 4 que le Sénégal a eu? Je ne raisonnerai pas par comparaison. Vous savez ce que je vais faire? Macky Sall est arrivé à la croisée des chemins. On est arrivé à 2012, on s'est dit non, ça suffit, on change. On a un président jeune, né après l'indépendance, il va tout changer. Mais rien n'a changé. C'est une continuité. C'est-à-dire les éléments de la politique politicienne, les dysfonctionnements structurels, le dysfonction au niveau de l'État, de l'administration publique, la question du parti pris dans les domaines économiques, c'est-à-dire, chaque fois que vous regardez une situation, vous voyez des questions de connexion occulte. Il est dans la même situation. C'est-à-dire qu'Abdoulaye Wade avait ses hommes d'affaires pris, ses hommes d'affaires à lui. Quand Macky Sall est arrivé, il en a recyclé certains, il a sorti de nouveaux hommes d'affaires. Sur le plan politique, il a promu que les gens de son camp, aujourd'hui, 95% des responsabilités sont trustées par les gens de l'APR. Il n'a rien changé. Il n'a rien changé, au contraire. Maintenant, c'est plus pernicieux. Sous Wade, c'était plus spectaculaire. Maintenant, on a une main de fer dans un gant de velours. Abdoulaye Wade faisait des choses assumées. Ce n'est pas le cas de Macky Sall. C'est plus pernicieux. Quelle note vous allez attribuer à Macky Sall et à son régime qui finit son mandat, la note que vous lui donnez dans la gestion des affaires publiques? Parce que je rappelle, vous êtes le premier président du Forum Civil, la branche sénégalaise de Transparency International. La transparence dans les affaires publiques, la gestion des affaires publiques. Macky Sall, vous le notez comment? La transparence n'existe pas dans les affaires publiques. Il suffit de regarder les indicateurs habituels, l'indice de perception de la corruption. Le Sénégal est resté dans les mêmes eaux. Rien n'a changé fondamentalement. La corruption est encore endémique dans notre pays, plus pernicieuse, mais aussi omniprésente. Le népotisme existe encore. On a combattu Wade pour son népotisme. Le népotisme existe encore. L'administration publique est trustée par le parti au pouvoir. On avait dit la patrie avant le parti. Maintenant, c'est le parti avant la patrie. Sur le plan des opportunités économiques, si vous n'avez pas d'accointance ou de connivence avec le régime en place, vous n'y accédez pas. On parlait de Sidi Lamine Niasse tout à l'heure. Parce qu'il n'a pas le discours politiquement correct, parce qu'il est considéré comme un opposant au pouvoir, on lui a fait une forme de répression administrative avec la RTP. Harcèlement sexuel, harcèlement fiscal avec le fisc. Discrimination commerciale. Quand on donne des opportunités aux autres organes de presse, il est discriminé. Voilà la preuve. Donc ça montre qu'aujourd'hui, que du point de vue de la gouvernance, on n'a eu aucune amélioration. Aucune amélioration. Et c'est dommage, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Je fais partie de ceux qui ont porté ce combat pour que Macky Sall soit élu. Et nous l'avons accompagné. Mais malheureusement, les espoirs ont été totalement déçus. Le pétrole, le gaz, le fer, l'or, beaucoup d'interrogations sur la concession des contrats pour l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du pays. Interrogations politiciennes ou légitimes, à votre avis? Tout à fait légitime. Même je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les considérations. Mais c'est des interrogations légitimes. Et c'est une bonne chose qu'on ait eu ce débat maintenant. Pour le Sénégal, c'est très bien qu'on ait eu ce débat maintenant, qui permet d'anticiper. Il faut constater quelque chose de positif.
le fait que le président de la République ait accepté, je ne dirais même pas accepté parce que c'est légal, mais ait fini par concéder la publication des contrats. Parce qu'il faut quand même l'opinion le sache. C'est la loi qui dit que les contrats doivent être publiés, parce que les contrats doivent être approuvés par décret publié au journal officiel. Donc c'est pas un cadeau. Ça c'est important. Mais quand même c'est fait, c'est bien. Mais dans le même cadre, on ne peut pas oublier un fait capital qui s'est passé dans la question de la gestion du pétrole. C'est le cas de la démission du ministre Thierno Alassane Sall. C'est un tournant important. Sur le contrat de Total. Pas seulement pour les raisons de fond, parce que lui explique qu'il y avait des offres plus intéressantes pour le pays. Mais par rapport à l'état de droit, on l'a démis de ses fonctions, et en violation de la loi et de l'état de droit, le Premier ministre a signé le contrat le même jour de la démission de Thierno Alassane Sall. Ça, c'est suspect. Sur la question de la Falémé, heureusement que le fer de la Falémé, le gouvernement a observé une pause, parce que... Ils disent qu'ils n'ont pas signé, hein. Oui, raison, pour le moment. Mais c'est très bien, parce que on allait signer un contrat dans des conditions scandaleuses. Ça a été brillamment démonté par Pierre Goudiaby à Tepa. Donc, pourquoi en plus cette entité turque? Pourquoi pas un appel d'offres international? Surtout que c'est contraire au principe annoncé par le président de la République quand il a fait la concertation sur le pétrole. Il y a 10 blocs qui ont été attribués. Il a dit que les 7 blocs restants seraient attribués sur la base d'un appel. On accuse souvent appel d'offres. On accuse souvent en Afrique les pouvoirs sortants à la veille d'élections présidentielles de signer des contrats, de recevoir des pots de vin pour financer leur campagne électorale fondée, ça. J'en ai pas la preuve, mais c'est des choses qui arrivent. Honnêtement, j'en ai pas la preuve. Mais je dis simplement que pourquoi pas un appel d'offres international, comme le président l'avait promis pour le pétrole. Donc sur le fer de la Falémé, c'est bien qu'on ait suspendu la procédure, mais la solution c'est pas de continuer à discuter avec une entité sélectionnée dans des conditions opaques. Il faut lancer un appel d'offres international. Pour revenir aux élections et votre plateforme que vous lancez la semaine prochaine, la plateforme opérationnelle de sécurisation des votes, cette revendication de l'opposition qui demande des représentants au Conseil constitutionnel pour la réception des dossiers de candidature. On parle plutôt de personnes de la société civile pour faire cet arbitrage-là. Est-ce que on pourrait quand même permettre à tous les partis d'opposition d'avoir des représentants au Conseil constitutionnel pour surveiller un peu le processus de dépôt des dossiers? Vous me donnez l'opportunité de me féliciter d'une décision du Conseil constitutionnel, parce que je les avais interpellés. Le Conseil a décidé de mettre en place un dispositif de contrôle en présence des représentants des candidats. C'est une excellente chose, parce que la loi ne l'obligeait pas à le faire. Le Conseil a aussi posé un deuxième acte qui est très positif. C'est le fait d'inviter des parties prenantes à assister à la démonstration du dispositif de contrôle qui va être utilisé. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Sauf que le seul point noir que je vois pas en quoi la présence de l'ADIE était nécessaire et de la DAF. Mais enfin, c'est déjà une chose. Je pense pas que la revendication d'avoir des représentants de tous les candidats au moment du dépôt est légitime. La loi dit que les candidats ont le droit d'avoir des représentants dans le cadre de la structure mise en place pour contrôler les parrainages. Ça, le Conseil entend le respecter et c'est très bien. Donc ça, je m'en félicite. Maître Mame Adama Gueye, 1 minute, on parlait des réformes de la justice. Cette question d'actualité, les longues détentions provisoires. L'exemple le plus actuel, les 16 personnes écrouées à Thiès dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, près de 7 ans de détention préventive. C'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est contraire aux droits de l'homme. Bon, il faut quand même se féliciter du fait que dans la dernière réunion des magistrats du parquet, le ministre de la Justice a ouvert une réflexion pour trouver une solution à ces questions de détention. Le mandat de dépôt systématique qu'il faut abandonner. C'est-à-dire que le ministre annonce même l'application dès l'année prochaine du bracelet électronique. Le président du comité sénégalais des droits de l'homme a bien posé le débat. Il faut qu'on se le rappelle. La détention, c'est l'exception. La liberté, c'est le principe. Si on en revient à ces principes, les solutions seront trouvées. Merci, Maître Mame Adama Gueye, d'être venu devant le grand jury des RFM. Merci d'avoir suivi, chers auditeurs.